L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi, chers amis internautes. C'est votre émission Le Monde dans 52 minutes ce lundi. Nous irons au Congo démocratique. Une petite escale va s'imposer à nous du côté de Lomé. Le Royaume-Uni sera le troisième sujet. La Chine et l'Union européenne seront également abordés. Et si le temps le permet, nous allons clôturer par le Moyen-Orient pour parler de la guerre entre le Hamas et l'Israël. Pour ça, je reçois pour vous Morgane Assogba-Metonji, consultant géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec nous, il est de retour, il n'est plus à présenter après ses congés. Lui, c'est Hamzat Abdoulaye. Bonsoir Hamzat. Bonsoir. Ça a été les vacances? Ouais, même si vous avez repris, je continue de demander parce que les vacances ont été prolongées encore un tout petit peu. Je pense que ça va. Alors, chers amis internautes, le premier sujet, comme je l'ai dit, c'est le Congo démocratique, élection générale du 20 décembre. Le compte à rebours a commencé. Élection générale du 20 décembre 2023. Morgane, nous y sommes. Oui, nous y sommes. La campagne bat son plein et il y a beaucoup de situations qui se présentent. On peut dire que pour ces élections, tout est encore à jouer. De part et d'autre, c'est pas gagné d'avance pour Tshisekedi, pour Katumbi, ça allait d'aller et nous avons aussi d'autres compétiteurs. Donc, c'est une compétition qui s'annonce assez discutée et nous avons une population qui semble s'intéresser. On espère que le taux de participation va refléter cet engouement que les différents meetings semblent présenter. Alors, Morgane, nous sommes quand même à 2 semaines, non pas 2 semaines, à plus que quelques jours, je crois, nous sommes à 10 jours, si j'ai bonne mémoire. Là, maintenant, tout de suite, on constate quand même que le problème de la nationalité de Katumbi a refait surface. Déjà l'autre jour, quand le président Félix Tshisekedi était en meeting de l'autre côté de Lumumbashi. À Morgane ou à Hamzat? Hamzat, pardon. Bien sûr. Alors, oui, la question de la congolité se pose pratiquement... Après l'ivoirité, on a la congolité. Exactement. Ça se pose quasiment à chaque veille des élections, surtout au Congo. Et le cas de Moïse Katumbi fait froncer les sourcils, puisque on se demande, est-ce que ce n'est pas finalement une manœuvre politicienne pour déstabiliser l'homme qui a tout de même, malgré qu'il soit parti avec un faux départ qui constituait surtout avoir très peu de soutien, il a réussi tout de même à faire une très belle campagne, même si c'est en cours. Sa campagne n'a rien à envier à celle du pouvoir. Et gagnant donc dans le cœur des électeurs, je pense que la manœuvre était surtout de faire des propagandes par rapport à sa nationalité, mais il n'y a pas que sa nationalité. Il y a eu aussi ses relations, je vais dire fraternelles, avec le Rwanda voisin, en la personne du président rwandais, avec qui il détient des rapports fraternels. Et ça ce qui n'est pas très apprécié du côté de Kinshasa. Exactement, mais on doit séparer les choses. La politique reste la politique, mais le domaine privé aussi doit être respecté. Mais malheureusement, je pense que c'est devenu des motifs de campagne suffisants
pour faire ou pour satisfaire la masse, justement, puisque cette masse a une dent, je dirais même les 32, contre le Rwanda et son président. Donc, ça va être difficile aux dentistes, justement, de faire l'opération, puisque Félix Tshisekedi est en train de dresser sa campagne sur ces deux axes. Le premier axe concerne la double nationalité zambienne et congolaise, et le deuxième axe concerne bien entendu les relations enfin je dirais pas tendancieuses, mais des relations complexes qu'entretient Moïse Katumbi avec le chef de l'État rwandais. Mais tout porte à croire qu'aujourd'hui, ça satisfait la masse. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et le risque, c'est de voir, puisque c'est une élection à un seul tour, le risque, c'est de voir, enfin, c'est de ne pouvoir peut-être pas faire de marche arrière quand les résultats seront là. Je trouve que Félix Tshisekedi tout de même fait un travail remarquable aussi sur le terrain. Il était au Sud Kivu l'autre jour, hier il était à Goma, et je pense quand même qu'il a réussi à faire de sa campagne un motif de rassemblement très fort autour de lui et de son équipe. D'accord. Alors, Hamzat le dit, il a réussi à faire de sa campagne un motif de rassemblement autour de lui, mais alors comment comprendre qu'à quelques enclaves du jour du vote, il ressort cet élément de la double nationalité de Moïse Katumbi? Est-ce que cela va changer la donne par rapport à l'élan qu'a décidé d'emprunter Moïse Katumbi pour ces élections? Vous savez, ici, dans ce contexte, tout dépend du degré de maturité du peuple congolais et qui aujourd'hui semble avoir acquéri suffisamment de la hauteur par rapport à ses choix politiques. Et ce qui a plaindre dans le cadre des campagnes et surtout du côté du président Tshisekedi, lorsqu'on regarde le langage qui est tenu ou les axes de campagne, c'est qu'on n'aborde pas les programmes de développement, contenu, ce sur quoi il a été élu. Voilà, exactement, les Congolais l'ont déjà élu et ce sur quoi les Congolais devraient encore pour cette fois-ci lui faire une confiance et renouveler son mandat. Mais ici, s'il faut renouveler son mandat parce que Moïse Katumbi a la double nationalité et que Moïse Katumbi a des relations privilégiées avec Kagame, mais il n'y a aucune raison de renouveler son mandat parce qu'on pourrait reprocher les mêmes choses à plusieurs autres acteurs de la scène politique. On a comme l'impression que Félix Tshisekedi n'a pas un bilan à présenter aux Congolais. Il a un bilan, mais il ne fait pas une campagne sur la base de son bilan. Et cela peut dénoter de deux aspects. Soit le bilan n'est pas convaincant et il en a conscience et il estime donc que la seule façon de gagner la confiance de ses frères congolais, c'est de faire en sorte que Katumbi perde leur confiance. Et donc, en fin du compte, il ne gagne pas la confiance de ses frères congolais, mais plutôt, il devient un choix par défaut. À défaut de ne pas avoir mieux, on reste donc dans la dynamique Tshisekedi. Alors que, de l'autre côté de Katumbi, vous avez quand même des idées de développement qui semblent ne pas forcément aller dans une dynamique de réponse du berger à la bergère. Il y a des idées quand même sur lesquelles il estime qu'il faille construire le Congo. Il estime que la gestion qui a été faite n'a pas été suffisamment productive et qu'il serait l'homme qui pourrait rendre une meilleure gestion de la chose publique congolaise. Donc c'est un peu là où se situe le hic au niveau de l'approche Tshisekedi et l'opportunité au niveau de l'approche Katumbi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Hamzat, le président Félix Tshisekedi était à Lumumbashi, il était du côté d'Ongoma, mais on constate, et vous l'avez également dit, que durant tous ces meetings, ces meetings sont axés sur deux canaux essentiellement, la double nationalité de Katumbi et les relations que Katumbi entretient avec le Rwanda, sans oublier également que pour le président Paul Kagame du Rwanda est longuement indexé lors de ces meetings. Alors, est-ce que ces éléments réunis peuvent jouer en sa faveur? Alors, nous sommes dans le cas de figure d'une campagne populiste. Et la campagne populiste est opposée à la campagne politique. Je pense que
vous l'avez dit tout à l'heure, mon confrère aussi a bien fait de le souligner, Félix Tshisekedi n'a pas un bilan reluisant à présenter face aux électeurs. Et ça, c'est un problème. Mais comme il est devenu en temps un renard politique, il a pris le temps de réaxer sa campagne autour de ce que veut le peuple. Que veut le peuple en réalité? Qu'on attaque frontalement le Rwanda, qu'on dise que l'adversaire politique en face n'est pas congolais, qu'on dise de l'autre côté que les caisses, une fois... Oui, mais s'il n'était pas congolais, est-ce que la Cour suprême allait reconnaître ça? Parce que c'est la Cour suprême quand même qui a validé sa candidature, écoutez, donc il est congolais. Oui, je parle d'une polémique pour embrouiller les pistes. Personne ne doute de la nationalité et c'est peut-être Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi qui doutent de cette nationalité. Il faut faire la nuance, ce n'est pas un doute, mais c'est une remarque populiste pour justement glaner des voix, puisque tout ça est né il y a juste quelques mois, ce qui pouvait sortir depuis très longtemps, ce que tout le monde savait déjà. Et je pense que c'est une façon, en tout cas pour Tshisekedi, ayant fait les armes auprès de son père et ayant appris aussi à faire du double jeu avec l'ancien président, il a tout de même réussi à avoir une base et des notions solides en politique, en tout cas sur le terrain. Et grâce à ça, il se base sur ce qu'il a pour faire campagne. Et visiblement, ça lui marche, puisque la foule est en liesse, littéralement. L'autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il a présenté un bilan. Alors, on est tous d'accord là-dessus, son bilan est son boulet en réalité. Mais il a tout de même présenté un bilan. Il a évoqué les Jeux de la francophonie. Je ne le dirai pas autant, mais je pense qu'il a présenté face à la population congolaise un bilan. Il a estimé que les caisses, quand il était là, étaient dotées de 850 millions de dollars. Aujourd'hui, ils en sont à 5 milliards. Est-ce un bilan? C'est aux Congolais de le juger. Mais c'est juste une façon de repréciser qu'il sait à la masse ce qu'elle veut entendre. Et ça passe. Et le troisième élément, c'est que Félix Tshisekedi a tout de même axé sa campagne aussi sur le bilan au sein de la réforme de l'éducation. Vous savez, l'éducation joue un rôle crucial et très important en Afrique. Et plus vous êtes un président qui donne une certaine volonté de changer les choses, de réformer le milieu de l'éducation, et mieux vous êtes écouté, on vous donne plus de crédibilité. Donc oui, il a apporté la gratuité au sein de l'éducation nationale au niveau primaire, mais il demande à la population de le réélire justement pour qu'il puisse apporter ce changement au niveau secondaire. Et je pense que ça reste toujours une campagne populiste qui sert la grande masse, et malheureusement, il y a très peu de stratégies politiques durant cette campagne qui soient en vue. Il y a très peu de propositions sociales, très peu de propositions économiques et politiques, et je trouve très pauvre le débat politique lors de cette campagne. Alors, Morgane, est-ce que pour certains experts vous également, vous les consultants géopolitiques, vous n'êtes pas en reste. Ils estiment quand même que cette présidentielle au niveau du Congo démocratique, c'est la présidentielle de tous les dangers. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. Oui, ça passe ou ça casse, c'est surtout à cause des aspects utilisés lors des campagnes. Et surtout à cause de la remise en cause et de l'enjeu que représentent aujourd'hui toutes les cartes. On ne peut pas, dès le départ aujourd'hui, dire que Tshisekedi sera réélu. Et ce sera difficile aussi de dire que Katumbi sera élu et tout autre candidat, même si ce sont les deux. Je vous rappelle aussi que Fayoulou est là, Martin. Oui, donc, de temps en temps, mais il faudrait qu'on se rappelle, qu'on se souvienne qu'il est partant. Et le drame de ces élections, c'est que ce sont des élections à un tour. Ouais. Si vous n'êtes pas unis dès le départ, il n'y a pas de possibilité de s'entendre plus tard pour faire front à une quelconque équipe qui serait en train de prendre le dessus. Donc aujourd'hui, oui, il y a plusieurs dangers et il faut dire que le président Tshisekedi a su quand même écouter plus ou moins les tendances populistes, même si il n'a pas su appréhender le fond de cette tendance populiste. Quand vous voyez la réclamation du départ des Nations Unies, des forces des Nations Unies, oui. Ou alors des forces ouest-africaines, ou des forces est-africaines. Oui, il faut dire que les populations étaient fatiguées quand même de voir la présence de ces forces-là, qui ne résout pas forcément le problème.
alors que ces forces ne sont pas là pour résoudre ce problème-là, mais pour tout un autre problème. Et il a su gérer ces situations et aujourd'hui, il se retrouve à être dans une situation où certains estiment que la fraude sera plus facile que si les acteurs externes d'observation étaient là. Mais ce n'est qu'une estimation qui n'est pas forcément vérifiée, parce qu'on a vu des pays dans lesquels il y avait tous les observateurs, mais les résultats ont été remis en cause et les choses sont allées en éclats. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est des élections de tous les dangers. Pourquoi? Parce que les Quinois, dans leur ensemble, puisqu'il n'y a pas d'observateurs externes, essayent d'être beaucoup plus présents, beaucoup plus impliqués, et les résultats, s'ils ne sont pas conformes à la réalité des faits, si une bonne partie des Quinois estiment que les résultats ne sont pas conformes à la réalité des faits, la porte est ouverte aux violences. La porte est ouverte aux violences. Vous qui êtes un expert en relations internationales, certains parmi vous estiment aujourd'hui que cette présidentielle congolaise se joue aussi du côté de l'Occident. Oui, vous savez, le Congo, comme on le dit, c'est le poumon de l'Afrique. Et ça implique, permettez donc la tautologie, l'implication des forces externes. Et je citerai notamment l'ONU, mais également les puissances occidentales qui ont leurs intérêts aussi en jeu. On le dit et on le répète sans cesse, il n'y a pas d'amitié en relations internationales ou en diplomatie, il n'y a que des intérêts. Donc, comprenez que ces puissances nourrissent leurs intérêts à travers leur présence dans cette partie de l'Afrique. Mais l'élection qui se déjoue ou ce qui se dessine aujourd'hui, c'est vraiment une attente très importante vis-à-vis du pouvoir politique congolais. Parce que, rappelez-vous, personne n'était certain que Félix Tshisekedi tiendrait à bonne date ces élections. Parce qu'il y a des contraintes, bien entendu, sécuritaires. Il y en a toujours. On parle du Congo démocratique, là. Donc, ça n'a pas cessé. Donc, il était face à une équation. Soit il fait des élections à bonne date, avec une possibilité que ces élections ne prennent pas en compte tout le monde. Et ça, c'est quand même dommage pour une très bonne partie des Congolais qui voudraient tout de même participer à ce jeu électoral qui n'arrive pas tous les jours. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est ça la deuxième équation justement, c'est que s'il repoussait ces élections, eh bien, on pourrait l'accuser à l'intérieur de pouvoir tripatouiller les voix et il ne voudrait pas prendre ce risque, encore plus qu'il ne veut pas tomber dans l'image de l'ancien président qui a tellement repoussé les élections que l'image s'est collée à lui et il en a payé les frais pour les élections à partir du moment où il n'a pas véritablement réussi à avoir une mainmise sur les précédentes élections. Donc, je trouve qu'il a tenu le pari, élection à bonne date, même si élection qui ne prendra pas en compte absolument tout le monde. Et bien entendu, sur cette base de l'insécurité constante au nord, à l'est, je pense qu'il fallait faire ce choix très fort. Aujourd'hui, moi, je ne dirais pas que je pense la même chose que mon confrère. S'il s'agit de savoir s'il sera réélu, je pense à 100% que Tshisekedi sera réélu. C'est une marge réduite, mais en notant que l'opposition est partie aux élections complètement fragmentée, divisée, ils sont allés mais on dirait pas, on n'a pas l'air, hein? Ça ne donne pas l'impression. Bien sûr, puisque dans les faits, c'est ce qui est constaté. Ils étaient en Afrique du Sud avant la campagne, dans l'idée de dégager un leader et dans l'idée également de dégager un programme commun, collectif, faire front commun pour faire face au président Tshisekedi. Et malheureusement, ils sont revenus de l'Afrique du Sud bredouille tel qu'ils étaient partis. Et ça prouve qu'il y a des individualités très fortes, il faut le noter. Quand vous évoquez Moïse Katumbi, Denis Mukwege ou Martin Fayulu, je pense que c'est des individualités politiques. Mais ça ne fait pas un poids considérable sur l'échiquier national. Ok, d'accord. L'escale de cet après-midi nous conduit du côté de Lomé où le chef de la junte nigérienne a été reçu par le président Faure Gnassingbé.
Oui, cette réception ouvre la porte à une grande possibilité, une opportunité de dialogue et de rétablissement du contact non seulement entre le Togo et le Niger, mais entre la CEDEAO et les pays membres des États, de l'initiative des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel. Ah non, mais ça c'est un fantôme, c'est pas moi qui le dis, c'est le président nigérien qui l'a dit. C'est le président nigérien qui l'a dit. Et là, il vient de faire, du moins s'il a fait, au niveau de la CEDEAO, ce que le président Trump a fait devant le président chinois. Juste après qu'il termine les négociations, dit que c'est accepté, que c'est un dictateur. Quand vous entamez un processus de négociation et qu'il y a des opportunités pour se mettre à table et pour discuter et pour repartir sur des bases beaucoup plus constructives, il y a des éléments qu'il faut éviter de mettre en exergue. Certes, je comprends cette déclaration qui s'inscrit dans sa logique et dans la logique de la CEDEAO qui vise à condamner fermement l'arrivée et le maintien au pouvoir par la force, ce qui est un fait, et ils sont tenus de collaborer avec ce fait-là. Mais je ne comprends pas l'utilisation d'un tel langage lorsque on est en même temps en train de prôner le dialogue, de prôner les négociations et qu'on a une porte d'entrée. Maintenant, cette porte d'entrée, elle est aussi un canal qui a permis à la CEDEAO après le sommet d'hier, oui, de décider d'avoir une équipe de médiation. Une équipe de médiation constituée par le Togo, le Bénin et, si j'ai bonne mémoire, la Sierra Leone. Maintenant, est-ce que cette équipe a de la crédibilité? Certes, si le Togo est en tête de l'équipe, si le Togo prend la tête de cette équipe pour les négociations, il y a quand même de fortes chances qu'on aboutisse. Maintenant, est-ce que les autres qui sont de l'autre côté vont considérer la situation qui existe entre le Bénin et le Niger, parce qu'on a vu les actes forts qui ont été pris par le Niger qui montrent qu'il y a quand même une difficulté d'harmonisation de la coopération. Est-ce que cela va entacher la crédibilité de l'équipe? Tout dépendra des objectifs de l'autre côté du Niger et les objectifs de la CEDEAO. Voilà, Hamzat, vous avez suivi l'intervention de Morgan. Alors, je rappelle que lorsque le chef de la junte nigérienne était en visite au Togo, il a déclaré, je cite, « Quelle que soit la crise, la solution est toujours dans la négociation ». Alors, dites-moi un peu, est-ce qu'il a compris que le salut pourrait venir du côté de Lomé? Je dirais mieux, je dirais peut-être que la CEDEAO a compris que le salut pouvait venir de la négociation, parce que même si la CEDEAO n'a jamais fermé la porte à la négociation, la CEDEAO a plus mis en avant la question de peut-être agresser le Niger pour rétablir un ordre constitutionnel et libérer le président Bazoum pour qu'il soit de nouveau remis à la tête du pouvoir, ce qui semble quand même impensable à l'heure où nous parlons. Et ça c'est le deuxième élément. La CEDEAO a revu sa copie, parce que lors du dernier sommet, le 10 décembre, vous allez constater que la CEDEAO a changé sa vision des choses par rapport au Niger, même si derrière le président du Nigeria continue d'évoquer l'AES comme étant un truc, une alliance fantôme. Je pense qu'il est en train de repartir un peu sur les mêmes bases. Il y a quelques mois où il disait qu'il allait mettre à lui seul fin au coup d'État, comme si ça tombait du ciel. C'est pas possible, parce que les coups d'État ont une cause et on les a déjà identifiés durant plusieurs débats. Les coups d'État ont les mêmes... Et il est d'ailleurs revenu sur ça, sur les causes des coups d'État. Et il espère désormais mettre l'accent sur les causes des coups d'État pour que les régimes militaires, ou plutôt pour que les militaires puissent rester dans les casernes et ne puissent pas s'impliquer dans la politique. Le troisième élément, c'est que par rapport au Niger, parce que vous savez, être sous le feu d'une sanction sous-régionale, d'une organisation sous-régionale, c'est très complexe à vivre. On dira ce qu'on veut, mais le Niger traverse les pires moments de son histoire. Donc, il fallait trouver quand même des pistes de sortie, d'où ces échanges avec le Tchad d'une part, et ensuite aujourd'hui avec le Togo, qui vont dans deux sens précis. Le premier sens, c'est de trouver
des termes de négociation pour que les sanctions soient revues si possible. Revues à défaut d'être supprimées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien entendu de trouver des pistes de sortie pour l'économie nigérienne, parce que le Bénin, avec les frontières qui sont fermées, le Nigeria, pareil, eh bien, il fallait trouver une piste de sortie et visiblement le Togo est ouvert à mener des échanges, ce qui a conduit justement à la signature de ces accords qui font en sorte que le Togo va, dans les prochains mois, installer une ambassade au Niger, à Niamey, et faciliter ainsi les échanges entre les deux États. Alors, pour sortir de cette escale togolaise, en choisissant déjà en amont fort comme celui-là qui pouvait plaider la cause nigérienne au niveau des pays de la CEDEAO, et c'est sûr ce qui a été fait lors du sommet du 10 décembre, est-ce que le président de la junte nigérienne a compris que sans avoir un allié comme le Togo, au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, au niveau du syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, c'était peine perdue pour le Niger? Oui, il faut comprendre déjà, quand vous regardez un peu la dynamique de ce qui se fait dans cet espace du Sahel et du côté de Lomé, il faut comprendre que le Niger n'est pas allé vers Lomé, vers le Togo, dans une position de nécessité. Il faut comprendre cela. Si le Niger était dans une position de nécessité, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de l'alliance des États du Sahel. On ne se serait pas aujourd'hui que le Niger allait se déplacer vers le Togo. Mais quand vous regardez plutôt le comportement du Togo, pendant toutes ces périodes de sanctions, avec les chefs d'État qui se sont prononcés publiquement par rapport à leur position catégorique, qui soutenaient vaille que vaille les différentes décisions de la CEDEAO. Le Togo n'a pas parlé. Bah oui, vous voulez nous faire comprendre tout de suite là, maintenant, là, que le président togolais a compris que le désordre est collectif, mais le salut est individuel. Exactement. Et c'est un fin stratège. Il faut dire que le Togo s'est préparé à porter encore une fois de plus cette casquette du médiateur. Le Togo a créé la crédibilité autour de lui pour ce qui est des pays du Sahel, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, ils ont tous confiance. Du moins, ils accordent une crédibilité. Ils ont confiance au port surtout. Bon, est-ce qu'on va dire c'est au port seulement? Surtout. Le port, c'est important, c'est stratégique. Mais pourquoi est-ce que le Bénin n'a pas saisi cette opportunité? C'est une question qu'on peut bien se poser. Mais le président Talon est quand même parmi les médiateurs, c'est pas rien. Oui, c'est important. Je ne dis pas que c'est important. Ce que j'essaye de mettre en relief ici, c'est quoi? C'est que le Togo s'est bien préparé. C'est pas anodin ce qui se passe et ce n'est pas surprise. Vous savez, lorsqu'on présente la chose comme le Niger qui va vers le Togo, c'est comme si le Togo n'avait pas créé les conditions pour être le seul interlocuteur possible pour le Niger dans cette situation. Mais c'est le Togo qui est allé vers le Niger. Parce que c'est sur invitation du président togolais que le chef de la junte s'est rendu du côté de Lomé. Du côté de Lomé. Donc ça confirme au fait cette dynamique de vouloir draguer. C'est une drague. Ceux qui sont considérés comme les rebelles ou les récalcitrants de l'espace du Sahel. Et donc aujourd'hui, c'est le Togo qui gagne. Le Togo sort très grandi et pourra se mettre dans la peau du médiateur et peut-être aboutir à des solutions mutuellement profitables. Oui, très rapidement. Je réagis rapidement par rapport à ce qu'il vient de dire. Vous savez, la diplomatie a ses règles et ses codes. La CEDEAO, surtout avec les chefs d'État nigérians et béninois, a violé les codes de la diplomatie. Parce qu'en diplomatie, il faut toujours privilégier la négociation. Parce que les États, finalement, n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si vous sortez de la case négociation, c'est que vous ouvrez le conflit. Et quand le conflit est ouvert, c'est que en face, votre interlocuteur n'a plus confiance en vous. La situation entre le Bénin et le Niger est telle aujourd'hui qu'on peut dire clairement qu'il n'y a plus de confiance entre le Niger et le Bénin. Et ça, c'est acté. Et le président Faure a bien fait de le saisir, cette chance. C'est une chance qui n'arrive qu'une seule fois tous les siècles, en réalité. Vous voulez dire que c'est un retourné à la Makelele, c'est ça? Absolument, je trouve. Je n'ai pas des notions des retournés de Makelele, mais si c'est Ronaldo, je peux le dire. Mais je trouve que Faure
il a réussi à coup de faire maître. a réussi à faire un coup de maître, et il a réussi aussi à inculquer une notion de diplomatie à toute la sous-région. Je veux évoquer notamment la CEDEAO. Et aujourd'hui, Et vous allez chuter par là. je chute, bien sûr, je termine là-dessus. Le chef de l'État béninois est certes désigné aujourd'hui comme médiateur, mais à quel prix? Est-ce que c'est au prix de pouvoir rattraper tout ce qui a été fait et dit? Est-ce que c'est au prix de pouvoir aujourd'hui tendre la serpillière au Niger et d'accepter toutes les conditions du Niger? Ça reste autant de questions qui montrent que ce n'est pas une victoire pour le Bénin. Je suis désolé. Ce n'est pas du tout une victoire pour la diplomatie béninoise qui a tiré à boulet rouge. J'évoque le cas du ministre des Affaires étrangères qui a tiré à boulet rouge sur c'est du passé, c'est du passé. Bon, vous allez me dire c'est le passé. Et vous concluez, mais la diplomatie a une histoire et elle retient aussi que on retient aussi que la diplomatie a une mémoire. D'accord. Nous allons du côté du vieux continent. Là, nous sommes du côté du Royaume-Uni. Une majorité de Britanniques souhaite se rapprocher à nouveau de l'Union européenne. Plus de 7 ans après le vote du Brexit, une majorité de Britanniques souhaite de nouveau redevenir européens. Alors, quand vous avez parlé du continent, j'ai pensé au Cameroun directement. Non, c'est pas ce continent. Non. Oui, déjà, il faut commencer par faire un peu attention. Lorsqu'on dit qu'une majorité des Britanniques souhaite rejoindre, c'est sur la base de quel élément statistique, sur la base de quelle étude scientifique qui nous permet de dire qu'il y a une majorité qui souhaite rejoindre. Une chose qui est évidente, c'est qu'il y a des gens, il y a des Britanniques qui aujourd'hui pensent qu'il ferait mieux de rejoindre l'Union européenne à cause d'un certain nombre de situations et surtout de la crise économique qui est intense. Parce que vous savez, dans un système Brexit, le Royaume-Uni subit à lui seul la pesanteur économique que les autres se partagent. C'est-à-dire, il y a des dispositifs d'amortissement de la crise économique que l'Union européenne a su forger, dont le Royaume-Uni ne bénéficie pas aujourd'hui, même si le Royaume-Uni reste un pays européen. Et cela se fait ressentir sur une partie de la population. Maintenant, oui, cette partie réclame, est-ce qu'il faut donc retourner ipso facto dans l'Union européenne? Je pense que c'est pas gagné, surtout qu'on a des débats assez houleux au niveau du Parlement britannique. Et donc, tout reste encore à décider et il y a plusieurs étapes s'il faille retourner dans l'Union européenne. Mais pourquoi certains pensent aujourd'hui que c'était une mauvaise idée de quitter donc l'Union européenne? Oui, en fait, c'est une question de contingence économique. Et comme je l'ai dit, ceux qui subissent beaucoup plus la pesanteur des crises économiques qui traversent le monde entier, et particulièrement l'Europe, parce que l'Europe subit sérieusement, aussi avec la montée de ce que certains qualifieraient de l'extrême droite, qui s'appesantit sur les notions de nationalisme, les notions de nécessité de développement économique interne. Il y a un problème. Et le Royaume-Uni n'échappe pas à cette situation, surtout que il y a un mouvement géopolitique et géoéconomique qui est en train de s'opérer de l'autre côté avec les BRICS et avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui aujourd'hui souffrent beaucoup plus que plusieurs institutions, même étatiques. Alors il est quand même clair que le Brexit a mis et créé une distance entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, est-ce qu'il sera facile de combler ce creuset? Alors, combler le creuset, je n'ai pas bien saisi la portée de la question, mais je vais vous répondre. Ouais. Je trouve que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était hâtive et ne s'est pas vraiment basée sur de véritables réflexions, sur de véritables études, comme mon confrère aussi a parlé de chiffres, sur de véritables statistiques. Parce que finalement, qui fait les statistiques? Et quelle crédibilité on donne aux statistiques? C'est de ça qu'il est question. Si dans un journal, il est évoqué des chiffres qui montrent que oui, les Britanniques ne veulent plus de l'Union européenne parce que l'immigration, parce que raisons économiques, parce que se recentrer sur soi, et qu'à la fin, 7 ans plus tard, on se rend compte que tout ça est remis en question, c'est qu'il faut se poser des questions par rapport au fond de la chose, du Brexit.
Quand vous voyez le fond, vous allez voir ces conservateurs, notamment, je peux citer Boris Johnson, qui ont œuvré pour ce Brexit, mais qui n'ont pas véritablement réussi à en faire une réalité, c'est-à-dire à en tirer profit. C'est ça qu'il est question. Est-ce que le Brexit a apporté un plus par rapport à la situation économique du Royaume-Uni? Je ne pense pas. Est-ce que le Brexit a apporté un plus par rapport à la gestion de l'immigration? Je ne le pense pas. Est-ce que le Brexit a, d'une certaine façon, recentré le débat et a dégagé le nationalisme du débat politique? Je ne le pense pas. Au contraire, ça s'accentue. Donc, je pense que le problème était ailleurs, mais il fallait trouver le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, en ce moment-là, c'était l'Union européenne. Alors, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, mais je me permets en tout cas de douter de ces 52% de sondages qui évoquent que les Britanniques, à 52% d'entre eux, voudraient revenir dans l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, je trouve que le processus sera pas simple, ça sera très complexe. Il faudrait peut-être repartir sur une base l'expression me reviendra, mais il faudrait partir sur la base d'une consultation à une grande échelle de tous les Britanniques. Et ça, c'est pas donné parce que aujourd'hui le gouvernement est fragile. Et exactement, voilà, un référendum donc, mais le gouvernement est trop fragilisé pour aujourd'hui se concentrer sur une question de revenir à l'Union européenne. Et si ça arrivait, ça va exploser littéralement le Parti travailliste et même aura des répercussions sur le Parti conservateur. Oui, c'est vrai que le sujet est certes clivant du côté du Royaume-Uni, mais est-ce que les jours à venir, on pourrait quand même faire face à une nouvelle consultation de l'autre côté de la Manche? Sait-on jamais? Oui, déjà, il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui était prévisible. Parce que vous appartenez à un grand système comme l'Union européenne, vous allez subir pendant un moment une sorte, je ne vais pas parler de douleur, mais il y aura quand même une descente. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni a vu sa descente s'accentuer par la crise générale que traverse le monde entier économique. Et donc, ici, vous avez cette situation-là qui pose un problème de fond et qui est mal interprétée par une majorité de la population. Et rien ne prouve que d'ici quelques années, lorsque il y aura un début de montée, parce qu'après la descente, il faut bien remonter. Une petite montée d'abord. Exactement. Rien ne dit que les Britanniques voudront encore, rejoindre l'Union européenne. Je pense que le Brexit a été pensé longtemps. Parce qu'on a vu, c'est ce qui a fait en partie Theresa May et qui a fait venir Boris Johnson. Et donc le Brexit, dire que le Brexit n'a pas été pensé en profondeur, c'est peut-être ne pas tenir compte d'un ensemble de capacités des parlementaires britanniques qui ont certainement pensé longtemps, qui ont mûri la réflexion, qui ont même eu des confrontations avec l'Union européenne parce qu'il fallait négocier la sortie du Royaume-Uni. Donc je pense qu'il y a ce travail de profondeur qui a été fait. Aujourd'hui, c'est une question d'ajustement et ce dont le peuple britannique n'est pas capable aujourd'hui, pour ne pas dire une certaine partie de ce peuple, c'est comment s'ajuster ou comment s'adapter à cet ajustement économique, social et même culturel. Parce que ce n'est plus facile de quitter le Royaume-Uni pour les autres pays européens. C'est cet ajustement qui pose un problème. Alors, quatrième sujet de cet après-midi, un sommet Chine-Union européenne sans véritable avancée. Pékin et Bruxelles se sont réunis la semaine écoulée. Oui, je pense que il subsiste toujours ce décalage entre les échanges, entre l'Union européenne et la Chine. Et ce sommet était censé tout de même tirer de la Chine, je vais dire, des promesses dans le sens où il faut rééquilibrer le déficit commercial entre l'Union européenne et la Chine.
Mais je pense qu'avec le discours de la Chine, il va être très compliqué pour l'Union européenne d'obtenir quelque chose de positif. Ça, on doit être clair là-dessus. Parce que, en même temps, von der Leyen a martelé haut et fort qu'il faudrait que la Chine puisse faire plus d'efforts en matière des échanges, surtout en matière des exportations de l'Europe vers la Chine, puisque l'Union européenne importe plus de la Chine que le contraire, donc que la Chine de l'Union européenne vers l'Europe et vers la Chine. Et ça, c'est quand même très complexe. Et avec les chiffres qui donnent le tournis, je pense que ça ne va pas se faire de sitôt parce que Xi Jinping priorise vraiment les intérêts de la Chine. Et si aujourd'hui les intérêts de la Chine vont dans le sens où il faut plus importer qu'exporter, je trouve que ça va être difficile de faire changer la politique économique et commerciale de la Chine sur un seul sommet. Ça risque de prendre encore beaucoup plus de temps. Alors justement, pourquoi lorsqu'on regarde et qu'on analyse un peu les relations entre la Chine et l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que c'est toujours l'Union européenne qui est plus demandeur que la Chine? Parce que le contexte géoéconomique et géopolitique fait que l'Union européenne va être toujours plus demandeur à l'heure où nous parlons que la Chine. La preuve, regardez bien ce qui s'est passé quand on parle de l'autonomie stratégique qui peine à prendre de l'autre côté de l'Union européenne. Il n'y a pas longtemps, c'était un sommet Chine-États-Unis. Et donc, l'Union européenne ne voulant pas rester en marge de cette rencontre et des négociations, vous avez entendu ce qui s'est dit par Xi Jinping à la fin de la rencontre avec les États-Unis, que la Terre était suffisamment grande pour qu'ensemble, la Chine et les États-Unis dirigent les activités. La Chine et les États-Unis, où sont passés les autres? La question c'est... Il n'a même pas parlé de la Russie. Il n'a même pas parlé de la Russie. Il était dans une politique diplomatique totale avec les États-Unis. Donc vous comprenez que lorsqu'on est un acteur majeur de la scène internationale, on a intérêt à bouger. Et aujourd'hui, la Chine confirme encore ça, capacité économique importante sur la scène internationale qui fait que l'existence des BRICS menace déjà les institutions de Bretton Woods et la capacité de la Chine, la capacité économique de la Chine menace les intérêts des États-Unis qui ont jugé très utile d'appeler la Chine à la table de négociation. Pareil pour l'Union européenne. Donc c'est une question de qu'est-ce que l'Union européenne apporte sur le marché international et qu'est-ce que l'Union européenne gagne sur le marché international. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, la Chine apporte plus et a plus à vendre que l'Union européenne. Alors justement, pour sortir de ce sommet, pourquoi est-ce qu'avec la Chine, il faut toujours prendre des pincettes? Pourquoi est-ce que lors des discussions, on évite les sujets qui fâchent? Oui, parce que dans ce climat où absolument le moindre sujet peut avoir un impact considérable, que ce soit en géopolitique ou en géoéconomie, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Et la Chine est ce géant dont tout le monde a peur. Xi Jinping a réussi d'une certaine façon à faire le mélange parfait du maoïsme et de Deng Xiaoping, c'est-à-dire un souverainisme un souverainisme qui fronce les sourcils et une mondialisation qui est ouverte d'esprit. Donc, je trouve qu'il a réussi vraiment à faire le mélange parfait de ces deux concepts et la Chine est à un stade aujourd'hui où on parle parfois d'hégémon, mais je ne pense pas que la Chine puisse aspirer à cette puissance qui veut dominer le monde comme... Sait-on jamais, hein? Alors oui, il faut nuancer. Si mon confrère évoquait tout à l'heure les propos de Xi Jinping en évoquant la Chine et les États-Unis côte à côte pour dominer le monde, bon, je pense plus à une domination qu'à une hégémonie, parce que l'hégémonie, c'est vraiment dans un sens vraiment accaparant. La preuve d'ailleurs, vous voyez en Afrique, la Chine n'a pas de politique d'hégémonie, ça n'existe pas. Ils ont une politique commerciale, ils ont une politique économique, mais il n'y a pas d'hégémonie. Contrairement aux États-Unis ou à l'Occident qui veulent être présents partout où il y a conflit, partout où il y a une guerre ou des émeutes, ils veulent être présents, contrôler les élections, etc. Ce que la Chine ne fait pas. Donc, la Chine a cette volonté de dominer le monde, mais à travers l'économie,
à travers, bien entendu, le commerce. Et ça, c'est très important. Et je finis là-dessus en évoquant pourquoi il ne faut pas fâcher la Chine. Parce qu'aujourd'hui, la Chine a de quoi faire peur. La Chine a les outils nécessaires pour absolument toucher tout le monde. Donc, je pense que c'est de notoriété publique pour les différents acteurs internationaux, Union européenne et j'en passe, de savoir surtout ranger la Chine pour ne pas la frustrer. Alors, dernier sujet de cet après-midi, je sais que Hamzat, il est un tout petit peu content. Hamas-Israël, le cessez-le-feu humanitaire à Gaza, les États-Unis ont mis un veto. Alors, demande de cessez-le-feu humanitaire immédiat du côté de Gaza, nouvel échec. Est-ce un échec ou simplement un fait régulier, normal, dans le contexte géopolitique que nous traversons aujourd'hui? Le refus ou le veto des États-Unis, c'est pas nouveau. Et surtout sur cette question de Hamas et d'Israël. C'est connu d'avance la position des États-Unis et les États-Unis ont répété à plusieurs reprises que cette position ne changera pas. La question du cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour sur l'agenda des États-Unis et d'Israël. Surtout qu'Israël dit et insiste qu'elle doit continuer sa guerre juste. Israël parle de guerre juste et doit terminer il est en train de sourire, hein? le Hamas jusqu'à ce que le Hamas soit entièrement éliminé, ne pose plus aucun danger. Et c'est là la partie de l'ambition ou de la décision d'Israël, soutenue entièrement et totalement par les États-Unis, qui pose un problème. Comment est-ce qu'on arrive à savoir que le Hamas, qui ne se retrouve pas uniquement dans la zone géographique de Gaza, mais qui existe sur plusieurs autres territoires, comment on arrive à savoir que le Hamas est totalement et entièrement hors d'état de nuire? Est-ce qu'on est en train de se lancer vers une dynamique conflictuelle permanente qui va s'étendre sur de longues années, parce que je ne peux plus parler de mois. Semaines? Oui. Est-ce que les États-Unis ont la capacité de soutenir cette initiative? Parce qu'il a été révélé, entre autres, que en matière de munitions, tout vient des États-Unis, que Israël n'a pas suffisamment de munitions pour rester dans une durée donnée avec cette façon de frapper le Hamas et Gaza. Donc nous sommes dans une situation complexe et les États-Unis, les élections qui vont se dérouler prochainement aux États-Unis vont apporter un bouleversement énorme sur la scène internationale. Alors, je me retourne un peu vers vous, Hamzat. Je ne vais pas vous permettre de renchérir parce que je ne veux pas le jeu de ping-pong. Nous savons que dans le projet de résolution, on a recueilli 13 voix en faveur, dont celle des alliés, comme la France et le Japon. Alors, le nom des États-Unis et l'abstention des Royaumes-Unis, comment comprendre? C'est une stratégie entre les deux nations? Alors, le nom des États-Unis ne peut surprendre que ceux qui veulent toujours être surpris. Et l'abstention du Royaume-Uni. Bien sûr, le Royaume-Uni au sein du Conseil de sécurité... C'est même tabac, c'est ça? Absolument, c'est les mêmes couleurs. Alors, il faut dire une chose, et préciser cela, c'est très important pour le débat. Depuis 1970, les États-Unis ont apporté leur veto 35 fois sur les questions israélo-palestinienne sur 39. Ça dénote déjà qu'il ne faut plus être surpris par rapport aux États-Unis quand il s'agit des questions israélo-palestiniennes. Oui, mais cette fois-ci, ça a quand même surpris parce que il y a encore quelques semaines, une semaine juste avant, Joe Biden disait entrevoir des sanctions contre les colons israéliens. Alors, vous allez voir, il y a une disparité entre les propos du président et la position des États-Unis. C'est deux choses aujourd'hui qu'on peut... enfin, je dirais pas qu'on peut mettre de côté... Enfin, sur une balance? Oui, mais je trouve que c'est deux choses aujourd'hui qui se dessinent clairement. Et comme mon confrère l'a dit, ça aura un impact, la question bien entendu israélo-palestinienne aura un impact considérable sur les prochaines élections. Mais pour revenir sur votre question, je ne comprends pas beaucoup de choses par rapport à la gestion de ce conflit. Déjà, il n'y a pas de Hamas en réalité. Il n'y a pas de Hamas. C'est parce que un groupe d'individus. L'oppression a été tellement forte sur tellement d'années avec le silence, mais incompréhensible de la communauté internationale, que ça a fomenté ce groupe
qui n'a pas deux objectifs que de libérer la population palestinienne. On doit être d'accord là-dessus. Alors, la méthode est contestable. Vous nous demandez à être d'accord là-dessus? Non, je suis bien précis là-dessus. La méthode employée, on ne peut pas être d'accord sur ce genre de choses. L'attaque du 7 octobre, je pense à l'unanimité, on condamne tous cette attaque. Mais il faut être précis sur cela. Il faut savoir que quand vous réprimez un peuple, que quand vous oppressez un peuple, ne vous attendez pas à deux choses. Soit vous aurez une révolte silencieuse, soit vous aurez une révolte qui porte, et quand ça porte, attendez-vous à tout. Je reviendrai aussi sur la question israélienne, parce que Israël se dit faire une guerre juste. Mais qu'est-ce qu'une guerre juste? Il n'y a pas de guerre juste. Il y a une guerre où il n'y a pas de guerre. Israël mène aujourd'hui une guerre, mais contre le Hamas, croyez-vous? Je ne le pense pas, parce que si le Hamas était identifié comme étant une organisation qui tient sur des lieux avec des combattants bien précis, on peut dire oui, Israël mène. Vous estimez que le Hamas n'a pas des combattants bien précis? Aujourd'hui, Israël mène une guerre contre les Palestiniens, contre des citoyens et parfois même contre des diplomates ou des travailleurs internationaux, puisque des journalistes ont payé les frais de ces attaques et ce n'est plus aujourd'hui à démontrer. Et je finis là-dessus en disant, pour que ce conflit puisse se terminer, il faudrait en finir et définitivement avec l'hypocrisie internationale. D'accord. Et c'est ça où on attendait à ce que l'ONU créée en 1945 puisse quand même apporter un plus dans la résolution des conflits. Mais l'ONU, malgré la volonté de Guterres, est imbriquée dans ce Conseil de sécurité qui peut apporter son veto parce que ne partageons pas les opinions ou parce que soutenons simplement Israël. Et ça, c'est dommage. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Morgane, vous êtes un consultant géopolitique. Alors, dans ce conflit Hamas-Israël, comment comprendre la position de la Turquie? Oui. On a comme l'impression que la Turquie est assise sur deux fauteuils. Oui, ce n'est pas une impression. La position de la Turquie est celle qui défend les intérêts de la Turquie. Vous savez, la Turquie a eu le temps de créer des relations très poussées avec certains acteurs de la scène internationale qui défendent les intérêts d'Israël. Et de l'autre côté, la Turquie reste d'abord cette manifestation moderne de ce que on peut appeler l'Empire ottoman et qui comprend alors tout de suite... Qui n'est pas forcément arabe. Hein? Oui, qui comprend tout de suite les douleurs du peuple palestinien. Pas forcément arabe, mais qui est lié à l'histoire de cette zone géographique du Moyen-Orient et qui comprend la douleur des peuples palestiniens. Et donc aujourd'hui, la Turquie est réellement sur deux fauteuils, mais pas pour les mêmes raisons. La Turquie est sur le fauteuil qui tend vers le soutien à Israël à cause des intérêts économiques et stratégiques, à la fois au niveau de l'Europe et aussi sur la scène internationale, parce qu'il y a un mouvement économique qui se dessine et la Turquie n'est pas encore totalement située. Elle est encore du côté des institutions de Bretton Woods et n'a pas forcément encore compris les enjeux des autres... Des BRICS. Maintenant, quand vous revenez sur l'aspect culturel, l'aspect social, qui est très important pour les peuples à connotation, disons... je ne vais pas dire arabe, mais à connotation musulmane, c'est des peuples qui valorisent énormément l'identité culturelle et surtout ce qui est partagé. Et donc aujourd'hui, sur le plan culturel, la Turquie est du côté de la Palestine, des Palestiniens. Oui, juste pour dire, quand ça chauffait, ma voix a compté. Oui, mais maintenant, il y a un élément très important. Vous avez vu le comportement des pays arabes au départ de cette crise. Il y en avait très peu qui osaient même se prononcer sur la conduite considérée criminelle d'Israël. Mais aujourd'hui, la plupart des pays arabes se prononcent ouvertement. Ils se prononcent sans toutefois rompre les relations. Parce qu'il y a une donnée économique maîtresse aujourd'hui. La crise économique a une
part dans le comportement des acteurs étatiques aujourd'hui, que ce soit arabes ou turcs. D'accord. Et donc, il faudra que ces acteurs arrivent à un moment où la crise économique, la donnée économique ne pèse plus trop sur la balance et que la donnée humaine prenne le dessus. Tant que ce ne sera pas le cas, on va assister à ce à quoi on assiste. Alors, pour conclure en 30 secondes, dites-nous un peu, Hamzat, est-ce que le Qatar est le médiateur qu'il faut dans cette guerre Hamas-Israël quand on sait que les uns et les autres estiment quand même que le Qatar joue à un jeu qui n'est pas très clair? Oui, je pense que vous reprenez un peu les termes des médias mainstream. Et Non. je me méfie des médias mainstream. Quoique, parfois, ils font de très belles analyses, mais je m'en tiens à la mienne en termes d'analyse. J'ai dit 30 secondes. Hein. Bien sûr. D'accord. Je trouve qu'en temps de guerre, il faut privilégier toutes les pistes de négociation. Et en la matière, je trouve que le Qatar joue un rôle honorable pour qu'il n'y ait, je vais dire, pour que les tensions soient apaisées de part et d'autre. Ce n'est pas mon rôle de savoir si le Qatar joue un double jeu. Ce n'est pas notre rôle. Mais notre rôle est plus d'apporter des éléments solides dans ce sens-là. Et je trouve que le Qatar fait un excellent travail. Et j'espère que les autres États, pas que arabes, mais les autres États sous-régionaux vont vraiment prendre la question à cœur pour rapidement trouver une solution pérenne, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je trouve que, et je rebondis là-dessus rapidement par rapport à la position de la Turquie. Vous savez, la Turquie, historiquement, a été très proche de la Palestine. J'ai dit 30 secondes. J'ai dit 30 secondes. Mais, parce qu'au niveau de la technique, ça fait déjà le geste. Hein. Aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'intérêt économique. Il s'agit purement d'intérêt géopolitique. Parce que, vous l'avez vu, lors du veto des Américains, on sent clairement que les Américains se rangent, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente du côté d'Israël. Point. Et c'est tout. Or, le poids des États-Unis au sein de cette sous-région est considérable. Que ce soit du côté du Proche ou du Moyen-Orient, c'est considérable. Et aujourd'hui, tout se joue sur ça. Et je pense que la Turquie a un peu les pieds et les mains liés. Et même s'il se prononce du côté de la Palestine, parfois, il privilégie aussi ses intérêts. Parce qu'on le rappelle une nouvelle fois, les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés au Congo démocratique. Élection générale du 20 décembre, le compte à rebours a commencé. Là aussi, vous avez écouté nos intervenants. La petite escale nous a permis de parler de la visite du général Tiani du côté de Lomé. Au Royaume-Uni, une majorité de Britanniques souhaitent se rapprocher de nouveau de l'Union européenne. Vous avez écouté Morgan Assogba Metonji et Hamzat Abdoulaye qui se sont prononcés. La Chine et l'Union européenne, un sommet sans véritables avancées. Là aussi, vous avez suivi nos deux invités ce lundi et nous avons clôturé par le Moyen-Orient où le Hamas et Israël continuent de se livrer la guerre depuis le 7 octobre et le cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Les États-Unis ont mis un veto. Vous avez écouté Hamzat, qu'il pleuve ou qu'il neige, les États-Unis se rangent toujours du côté d'Israël. Voilà, retrouvons-nous dans 2 semaines. Ce sera avec d'autres panélistes. Ce ne sera pas forcément Morgan, ce sera d'autres personnes. Bon, au revoir.